Bienvenue à vous sur le plateau d'Onzdito sur Médien TV. C'est un plaisir de vous retrouver, de retrouver toute l'équipe et de retrouver de nombreux experts pour échanger autour de différentes thématiques. Aujourd'hui, deux sujets bien sûr, l'interview santé en fin d'émission, le point sur le vieillissement de nos yeux, des organes justement qui suivent un processus naturel de vieillissement. Mais qu'est-ce qui peut se cacher derrière comme pathologie? Eh bien, on en parlera avec le docteur Tariq Alossili, ophtalmo-arabe. Mais juste avant, une grande discussion sur une notion relativement moderne, le leadership personnel. C'est très en vogue, c'est très à la mode, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, des experts répondent à cette question dans un instant. Restez avec nous. Le leadership personnel, qu'est-ce que c'est exactement? C'est très à la mode, tout le monde en parle. Alors nous, on vous dit tout, on vous dit décrypte tout justement avec deux spécialistes. Naufel Lemrini, bonjour. Bonjour Yasmine. C'est un plaisir de vous avoir. Pareillement. Alors vous êtes coach en développement personnel, professionnel et leadership. Et Lamia Bazir, bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes actrice de la société civile, à la tête de nombreuses associations et récompensée dernièrement par les Nations Unies. On va voir pourquoi justement. On va parler avec vous de cette notion de leadership personnel. Plus que le leadership, c'est vraiment le personnel aussi qui est en jeu. Qu'est-ce que c'est exactement, Naufel Merini? Yasmine, on parlait beaucoup, ça fait plusieurs... je veux dire, c'est des décennies sur le leadership lié beaucoup au management. Absolument. Donc, on les liait comme un rôle, comme une profession. Aujourd'hui, on a vu avec, depuis les années 2000, les générations qui se succèdent, qu'on n'a pas besoin toujours juste d'un manager, mais on a besoin d'un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui a la capacité d'amener les gens vers un objectif concret. On a essayé de travailler avec ces managers pour les rendre des leaders. On a beaucoup de littérature sur ça, on a beaucoup d'articles, des gens qui ont essayé de décrire scientifiquement ces aspects-là. Et on a vu qu'on ne peut pas amener un manager vers un état d'esprit de leadership sans que cette personne ne travaille sur elle-même. Donc c'est de là où on parle beaucoup de leadership personnel, c'est-à-dire c'est ma capacité à me leader moi-même avant que je puisse leader les autres. D'accord. Donc finalement, c'est un processus d'apprentissage, c'est un processus de développement. Il va de l'état d'âme, comment je me sens intérieurement, est-ce que j'ai une capacité à me maîtriser dans des moments émotionnels? Est-ce que j'ai une capacité de me connaître? Est-ce que j'ai le courage de tomber et de me relever? Est-ce que j'ai la capacité d'apprendre des nouvelles choses et de nouvelles compétences? C'est quoi le rapport qui a de l'image que je projette dans la société par rapport à mon estime personnelle? Comment j'entretiens ma vie? Parce que finalement, beaucoup de gens peuvent réussir des choses, mais ne mettent pas des éléments d'entretien pour pouvoir encore grimper dans le développement. Est-ce que mes objectifs sont clairs? Est-ce que je rêve ou je me limite dans mes rêves? On a beaucoup d'exemples c'est-à-dire de notre jeunesse qui aujourd'hui, on a Lamia avec nous comme preuve, qui sont au-delà de la limite de ce qui est ordinaire. Mais justement, alors vous l'avez dit, le leadership personnel est né parce que les spécialistes se sont rendus compte qu'un manager ne pouvait devenir bon manager que s'il devenait un bon leader, et un bon leader ne pouvait devenir un bon leader que s'il était avant tout... Il travaillait sur son leadership personnel. Sur son leadership personnel. Cette notion de leadership personnel, est-ce qu'elle est uniquement réservée au milieu professionnel? Non, du tout. Je voulais juste introduire, parce qu'on a beaucoup focusé sur le leadership comme rôle. Oui. Alors que je voulais juste le ramener, c'est que c'est toute personne a la capacité et la possibilité de développer son leadership personnel. Donc, il n'est pas axé juste aux adultes, il n'est pas juste axé, il a accès aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux gens instruits, aux gens moins instruits. C'est-à-dire, pour moi, je le décris comme, c'est un potentiel interne qui est en état, c'est-à-dire qui est dormant, et que chacun de nous a la capacité de l'activer. De développer.
d'activer d'abord la prise de conscience, après de le développer. Alors, certains traduisent en fait cette notion de leadership personnel par prendre sa vie en main. Est-ce que pour vous, c'est représentatif du leadership personnel, Lamia Bézier? Moi, tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir et surtout de me permettre d'écouter des perspectives qui sont différentes, puisque moi, j'ai un autre référentiel ou une autre expérience. Moi, j'ai toujours associé le leadership à des leaders qui m'ont inspiré, Nelson Mandela, Gandhi. Donc, c'est une autre perspective que j'ai plutôt que celle de l'entreprise. Mais pour moi, c'est surtout une capacité à exercer une influence positive sur d'autres individus et leur permettre de se mobiliser, d'être fédérés pour réaliser des objectifs ou des actions communes et qui sont positives pour la société. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec Naoufel dans le sens où ça nécessite un travail sur soi. Mais pour moi, peut-être qu'on reviendra sur ça plus tard, pour moi, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est à généraliser. On reviendra sur ça tout à l'heure, mais pour moi, il ne faut pas dicter la réussite avec le besoin parfois artificiel de devenir leader. Je pense qu'il faut s'écouter soi-même. C'est pas ce que disait Naoufel. Oui. Naoufel, ce qu'il disait, c'est que c'est peut-être, et justement c'était ma question d'après, est-ce que c'est inné ou bien ça se travaille? Ce que dit Naoufel, c'est que c'est une compétence que tout un chacun a en lui, qui est en forme latente, dormante, et il suffit d'avoir cette prise de conscience et cette aide pour la stimuler. Et vous, peut-être, vous avez réussi à faire ça, Lamia, à travers votre initiative Empowering Women in the Atlas. C'est justement ce que vous avez fait, c'est que vous avez impulsé ce leadership personnel chez ces femmes. Est-ce que c'est vrai? Et je vous laisse expliquer ce que c'est que cette initiative. Très bien. Donc, Empowering Women in the Atlas est une initiative qui cible 100 femmes rurales des montagnes du Moyen Atlas. Et ce sont des femmes qui, justement, ont ce gène-là, je dirais, ont ce potentiel en elles et qui font des choses merveilleuses pour leur territoire. Mais ce sont des femmes, bien sûr, qui sont isolées parce qu'elles sont dans les montagnes, donc elles sont déconnectées de l'opportunité, de l'information, de l'expertise, ce qui ne leur permet pas d'avoir un impact optimal sur leur communauté. L'idée pour nous était de renforcer ce leadership et de travailler à leur donner les moyens et les conditions qui vont leur permettre de le développer et de le mobiliser d'une façon qui soit plus efficace et plus impactful par rapport à leur communauté. Plus impactante. Plus impactante, tout à fait. Merci de franciser mon intervention. Donc, ce que je voulais dire maintenant par rapport à ce qu'a dit Naoufel, moi, si j'ai pu exercer ça à ce niveau-là, c'est au-delà même, je dirais, de compétences techniques, parfois, qu'on associe aux leaders, c'est l'adhésion à une vision, à une mission, à une cause qui va au-delà de soi. Et c'est une fois qu'on a cette foi dans un projet qui mobilise et qui inspire, qu'on a la capacité vraiment de fédérer et de faire en sorte que les autres suivent cette direction. Mais pour vous, en fait, l'histoire de leadership, c'est un petit peu un leadership en cascade. Pourquoi? Parce que vous avez eu cette envie d'aider ces femmes. Vous avez en quelque sorte travaillé sur vous. Comment drainer autour de vous, apporter autour de vous un soutien. Vous avez insufflé cette énergie chez ces femmes qui sont à leur tour devenues des leaders en ayant confiance en elles, en développant ce leadership personnel. Vous êtes d'accord avec cette vision? Je suis, oui, plus ou moins d'accord. D'ailleurs, c'est une comparaison très intéressante parce que moi, je considère que le leadership va au-delà de parler en public avec confiance, de gérer un groupe, d'avoir confiance en soi, etc. Pour moi, le leadership est une capacité d'écouter les besoins et les potentialités des autres et de construire la confiance nécessaire pour qu'ils puissent développer ces potentialités-là et se réaliser pleinement. Donc, tout à fait, moi, c'était un travail sur moi, mais ce processus s'est reflété sur ces dames-là aussi. Absolument. Parce que par rapport au concept d'autonomisation des femmes ou des individus de façon générale, il ne s'agit pas de donner du pouvoir, d'octroyer du pouvoir. Il s'agit juste de voir les limites qui existent dans l'environnement et qui ne permettent pas aux individus d'identifier ce pouvoir et de le libérer pleinement. Donc l'idée est réellement d'inhiber en quelque sorte les contraintes que subissent les individus en termes structurels. Les inhiber ou en prendre conscience et faire avec, ça aussi, c'est on va y aller petit à petit. Mais il faut faire ce travail-là sur l'environnement et sur soi-même pour éclore et débloquer ce talent. Alors, l'histoire du leadership personnel, on l'a vu, on est presque aujourd'hui des cobayes des sciences sociales parce qu'au fur et à mesure
que plusieurs environnements, et surtout l'environnement professionnel, attendent de nous des performances, eh bien, il y a justement des profils, des coachs, des spécialistes qui viennent avec plus ou moins des recettes pour nous amener vers ces performances-là. Et justement, ce que disait Lamia, c'est que le leadership personnel n'est pas cette faculté à juste s'exprimer en public, aisément, être à l'aise dans ses projets. C'est bien plus que cela. Alors, est-ce que le leadership personnel, c'est inné ou ça se travaille et on a besoin justement de coach je vais répondre à la question, mais avant ça, je veux juste confirmer que tout ce qu'a dit Lamia confirme ce que j'ai dit au début au niveau du leadership personnel. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, mon métier, c'est avant tout, c'est observer ce qui se passe autour avec les gens, dans le milieu professionnel, personnel, et essayer un peu de conceptualiser ces observations pour pouvoir aider autres personnes. Donc, si je prends l'exemple de Lamia, consciemment ou inconsciemment, elle a suivi un peu ce développement de leadership personnel que je définis en 6 étapes et que je refuse qu'il y ait une recette. Il n'y a pas de recette. Il y a de l'accompagnement. Okay. Il y a autant de cas et autant de méthodes que d'êtres humains. D'accord. Parce que c'est personnel et c'est complexe. Et j'ai pas, je le dis, c'est-à-dire comme d'habitude, j'ai pas la casquette scientifique pour l'expliquer. Mais je peux me permettre, par rapport à mon expérience et toutes les observations que j'ai faites, c'est que Lamia a commencé par une prise de conscience d'elle-même. Ouais. Elle n'est pas allée sur la victimisation, sur la normalisation. Je fais mes études dans une bonne université, je trouve un travail. Et non, elle a choisi de faire autrement. C'est-à-dire, je répète, on est tous des gens ordinaires. Quand des gens comme Lamia ajoutent le petit extra, on devient extraordinaire. Et cet extraordinaire, il redevient chez Lamia comme ordinaire. Et elle rajoute un petit extra. Et dans 10 ans, je suis sûr et certain, on verra Lamia quelque part, c'est-à-dire pas juste national, peut-être régional, en Afrique maintenant, avec l'ouverture du Maroc sur l'Afrique, à l'ONU. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est une habitude chez elle. Elle se connaît très bien. Elle a fait ce travail de connaissance. Son temps et son énergie, ils sont liés à un objectif qui est plus grand qu'elle. C'est inné, mais ça c'est inné ou ça se travaille? Elle a sûrement des choses génétiques, des choses personnelles, mais ça peut-être, je dis n'importe quoi, c'est un petit pourcentage. Le grand pourcentage, son entourage, ses étudiants, pas ses étudiants, mais ses professeurs, des bouquins qu'elle a lus. Elle nous a parlé lors de ses premières phrases d'intervention, elle a nommé des leaders comme Mandela. Il y a de l'inspiration, donc son modèle de leadership, il est différent du modèle professionnel que je veux devenir leader, c'est-à-dire je veux devenir manager. Donc on a un bel exemple, peut-être inconscient, mais qu'il est là, qui prouve que quand je me connais bien, quand je connais la différence avec les autres, parce qu'elle travaille avec des personnes d'un monde différent, de cultures différentes, de backgrounds différents. Elle ne travaille pas avec des femmes qui ont peut-être le même vécu, le même niveau social et ainsi de suite. Quand elle investit son temps et son énergie. C'est ce qu'on appelle le daily human capital, c'est le capital humain de quotidien. Et elle a un objectif qui est plus grand qu'elle et elle a eu le courage de sortir de la zone de confort en sachant que peut-être elle va se planter et peut-être qu'elle va. Mais dans l'associatif, est-ce que, vous avez dit, elle engage son temps et ses moyens, est-ce qu'il y a aussi l'émotion aussi? Parce que dans votre expérience, l'émotion joue beaucoup. Vous rencontrez des femmes dans des difficultés, dans des situations difficiles, dans des régions reculées. J'imagine que vous avez dû voir une grande misère. Est-ce que ça aussi, finalement, c'est pas un facteur qui vient booster encore plus et dire je ne peux pas laisser tomber? C'est-à-dire, je me permets avant de laisser la mienne, il est multiplié par 10. Mais toute personne qui développe son leadership personnel dans un environnement peut-être où il n'y a pas l'émotion humaine, ces personnes-là tombent amoureux, ou cette personne-là tombe amoureuse de son objectif. Et elle est passionnée par son objectif. Donc on va dire qu'elle va travailler à la puissance 2, alors que la mienne va travailler à la puissance 10, parce que c'est quelque chose qui touche l'humain. On ne parle pas juste de développer une stratégie d'affaires ou amener ou aider quelqu'un à devenir vice-président. C'est un peu plus vers l'humain et enlever la souffrance. Et ça devient raison d'être. Et en même temps, je suis sûr et certain
que Lamia est en train de s'entretenir, à travailler, à lire plus, à travailler son émotion pour des fois... C'est ça? Je suis heureuse que vous puissiez lire tout ça en moi. Mais juste pour finir, c'est que... Je veux juste finir par ça, c'est que Lamia a décidé de prendre... Je vais prendre un exemple juste pour que les téléspectateurs... Bien sûr. Tu utilises la main droite, oui. Yasmina. Si je te demande d'écrire ton nom avec la main droite... Oui, ça va être facile. Si je te demande de le faire avec la main gauche... Ça va être difficile. Mais pas impossible. Non, mais je vais le faire. Dans un an, si on se rencontre en 2018, tu vas l'écrire d'une manière... Voilà. Ben, Lamia si je m'entraîne. Cet exemple-là sur des parties de la vie qui sont un peu hors sa préférence ou hors son expertise. Ce qui donne des jeunes comme ça qui réussissent et qui donnent d'autres exemples et inspirent d'autres. Traduction? Merci tout d'abord pour l'intérêt et pour toutes ces choses que vous avez dites. C'est la réalité, je ne rajoute pas de... Oui, je pense qu'il y a beaucoup absolument, c'est une explication assez compréhensive. Maintenant, moi, ce sur quoi je voudrais insister, c'est le fait que toutes ces choses sont venues naturellement. C'est-à-dire que ce n'est pas des efforts d'écrire avec la main gauche qui m'ont demandé un effort supplémentaire. C'est une passion qui a été en fait le moteur de cette orientation-là. Et quand on parlait de l'émotionnel ou de l'inné, moi je pense que ce n'est pas nécessairement mon environnement ou mon expérience ou le fait que j'ai étudié dans des universités prestigieuses ou quoi que ce soit, puisque d'autres personnes l'ont fait et se sont orientées vers d'autres choses. Dans mon environnement, mes sœurs ont eu et mon frère ont eu la même éducation que moi, ils se sont orientés vers d'autres choses. C'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose de personnel, je dirais pas nécessairement d'inné, mais quelque chose qui relève de la nature de chacun. Et moi, je suis quelqu'un de très sensible, pas à la misère, à la pauvreté, mais je suis très sensible au principe d'égalité des chances. Je suis quelqu'un qui croit en l'humain, quelqu'un qui aime l'humain, qui pense réellement que chaque être humain a un potentiel, un talent qui lui est propre et a une valeur dans la société. Et à partir du moment où on est conscient de cette égalité, de l'humanité, on devient intolérant vis-à-vis des injustices de la vie qui font que parce qu'on est né dans un village ou dans un bidonville ou avec des conditions qui sont moindres que les autres, on a moins de chances de se réaliser pleinement. Et donc c'est à partir de cette injustice-là que je ne veux pas rester attentiste. Et c'est cela vraiment qui me conduit à entreprendre des choses pour remédier et rééquilibrer cette injustice-là. Donc c'est ce principe-là. Il faut se faire confiance aussi. Absolument. Voilà, oui. Il faut se faire confiance, il faut avoir confiance en soi, Absolument. Il faut avoir une confiance en soi supernaturelle, je dirais, des fois. Voilà. Et là, je rejoins Naoufel totalement, dans le sens où, quand on a des convictions personnelles... Parce que vous avez commencé le projet très, très jeune. Très, très jeune. Mais quand on a des convictions personnelles, quand on a une passion, quand on a même des compétences, c'est insuffisant. Parce qu'on vit dans un environnement dans lequel on est exposé à des limites, comme je l'ai dit, des contraintes extérieures, mais aussi des doutes intérieurs. Et donc, le fait qu'il existe des modèles divers qui nous projettent ces doutes-là, si on n'a pas une confiance forte, on ne résiste pas et on abandonne. Ou alors on s'aplatit. Mais moi, c'est vrai, j'ai fait ce travail sur moi-même, non seulement en étant consciente que c'est ce qui me rend heureuse, mais en me rendant consciente également que c'est là où je peux le plus donner. Mais quand vous dites j'ai fait un travail sur moi, c'est quoi? C'est un travail, honnêtement, techniquement, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est des études supplémentaires? Est-ce que c'est des formations supplémentaires? Est-ce que je me mets dans un endroit calme et je réfléchis avec moi-même? Techniquement, comment ça fonctionne? Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu dans sa technicité. Moi, je suis consciente que le fait que dans mes études, dans mes expériences, le fait que j'ai appris à communiquer, que j'ai fait des exercices, enfin, dans les cours, etc., ça m'a aidé à aiguiser mes compétences. Mais le fait de construire sa confiance et la solidifier relève plus des expériences. Moi, c'est les crises. Moi, c'est les doutes qui m'ont fait grandir. Moi, c'est au moment où j'étais le plus remise en question et que j'ai pris le recul de me dire, mais est-ce que je donne? Est-ce que je construis quelque chose de positif? Est-ce que c'est là où je suis le meilleur de moi-même? Et que la réponse était oui, c'est là où je pouvais continuer. Donc,
Oui, bien sûr. C'est juste, c'est un génie inconscient. C'est vrai, c'est-à-dire aujourd'hui, Lamia, elle parle, et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, consciemment, Lamia est une belle inconsciemment. découverte. Moi, j'adore Lamia, c'est une belle pépite. Ça fait un moment qu'on se connaît et elle a intervenu dans mon émission à la radio avec Farhana et c'était avec beaucoup de fierté parce qu'on a fait la même université. Oui. Et donc, justement, Lamia est une belle pépite pour son pays. Et c'est pour ça que je confirme qu'aujourd'hui, Lamia nous donne cet exemple-là, parce que Lamia parle d'une manière, c'est-à-dire c'est naturel. C'est indiscutable. Et c'est naturel. Mais il y a dans l'environnement, tu as parlé d'échecs, tu as parlé de remise en question, mais il y en a d'autres qui ont eu la même chose, mais qui n'ont pas réagi de la même manière. C'est-à-dire ta force d'observation pour aller vers l'avant, c'est quelque chose que tu as développé, je le répète, inconsciemment. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est Lamia, consciente de son processus et répétant la même chose pour donner aux autres. C'est-à-dire, c'est leader de petits leaders. On n'a pas besoin que tout le monde ait des gens derrière lui. On a besoin que juste chacun puisse se lead lui-même. Mais on réglera pas mal de problèmes. Techniquement, Lamia disait, elle n'a jamais vu ça d'un point de vue technique. Mais pour vous, en tant que coach, vous qui accompagnez les gens vers ce processus-là, dans ce processus-là, techniquement, quelles sont les bases du leadership personnel? On a plusieurs étapes. Les premiers coachs, c'est les parents, avec leurs enfants. Donc, le parent, il peut travailler lui-même en remise en question, en essayant de dire, parce que finalement, on a parlé dans une autre émission sur la victimisation. Tout à fait. La victimisation est l'ennemi numéro 1. C'est-à-dire que éduquer l'enfant, que c'est toujours la faute de l'autre et que le problème est toujours ailleurs. Au lieu de confronter de la meilleure manière, on a parlé de communication, de la meilleure communication, pour essayer que l'enfant, dès le jeune âge, développe une certaine ouverture à l'échec, à la différence, et à chaque fois qu'il fait quelque chose, il dit « qu'est-ce que j'aurais pu améliorer ?» Donc déjà, on a un processus. La deuxième, c'est oser rêver. Donc les parents qui ont ce développement-là vont permettre à leurs enfants de ne plus être victimes, à se connaître un peu plus parce qu'on leur présente d'autres modèles qui sont différents, et dire que tu n'es pas mieux qu'eux parce qu'il a des choses différentes et duquel tu peux apprendre. À faire des petits objectifs. C'est quoi ton objectif cette année? Au niveau du sport, au niveau de tes études, au niveau de tes relations. Donc c'est des petites choses et on aura une génération d'enfants qui sont, dès le jeune âge, capables d'entreprendre peut-être dans le niveau social, peut-être entrepreneurial au niveau business et ainsi de suite. On voit ça dans d'autres pays. Maintenant, pour les adultes, un adulte qui arrive dans fin vingtaine, trentaine, d'habitude, il commence à se bloquer dans sa carrière, peut-être dans sa relation conjugale, peut-être dans pas mal d'aspects de la vie. J'ai envie de dire que c'est bien de se battre tout seul pour pouvoir s'en sortir. Mais d'après mon expérience, on a besoin d'accompagnement. Et quand je dis accompagnement, ce n'est pas toujours l'accompagnateur, coach, mentor. Ça peut être un ami en qui il a confiance et qui a cette capacité déjà innée, ou pas innée, plutôt consciemment. Il faut que la personne soit consciente de ce qu'elle fait. Donc en fait, cette expression de leadership personnel corrélée à prendre sa vie en main, c'est ça en fait, c'est du développement personnel. C'est aussi simple que ça. Ouais. C'est que, c'est-à-dire quand je parle avec ma grand-mère peut être mon coach parce qu'elle va me dire des mots de sagesse. Maintenant, ma préparation à recevoir tout ce qui tourne autour de moi, pour moi, c'est la clé du développement personnel. C'est-à-dire que je dis toujours, learning is everywhere. L'apprentissage est partout. Maintenant, est-ce que je suis prêt à aujourd'hui, en écoutant Lamia, qu'est-ce que j'ai pris de ce qu'a dit Lamia? Est-ce que j'étais vraiment attentif à ce qu'elle disait? Et ce soir, quand je rentre à la maison, qu'est-ce que je peux partager à mes enfants pour donner Lamia comme exemple? Ou je l'ai juste passé, c'était une invitée avec moi dans une émission et je pars. Vous gardez quoi justement? Au-delà du fait d'impressionner, être impressionné, impressionner les téléspectateurs, qu'est-ce qu'on garde? C'est le output, c'est qu'est-ce que je vais rentrer et changer dans ma vie. Ça peut être chaque jour, ça peut être chaque semaine, ça peut être chaque année. Chacun son rythme, chacun sa manière de faire. Parce que mon profil
est différent du profil de Lamia. Alors, ce qu'on sait, et ça, on va le développer pour le téléspectateur dans un petit moment, c'est que vous avez été récompensé dernièrement par les Nations Unies. On va dire pourquoi. Et on va surtout, vous allez surtout nous expliquer, nous raconter comment vous avez, grâce à cette confiance et à ce leadership personnel, comment vous avez réussi à drainer des fonds et à mener à bien cette initiative dans un village de l'Atlas. Donc on reste ensemble sur Médien TV. On revient dans un petit moment pour continuer cette belle discussion avec vous deux, Naoufel Lemrini et Lamia Bazir. Et puis on va parler d'un autre sujet, le sujet santé aujourd'hui consacré au vieillissement oculaire avec le docteur Tariq Aloussi. Reste avec nous, à tout de suite. Très bon moment à passer avec vous sur le plateau d'Onzito sur Médien TV. C'est un plaisir d'échanger avec différents spécialistes sur le leadership personnel. Une belle discussion aujourd'hui avec vous, Naoufel Lemrini. Vous êtes coach en développement personnel, professionnel et leadership, et Lamia Bazir, actrice de la société civile, à la tête de nombreuses associations récompensées dernièrement par les Nations Unies. On va voir pourquoi justement. Et Espoir Tizi 2015. Naoufel, vous aussi, vous êtes Espoir Tizi 2013. C'est bien ça. Voilà. C'est une récompense pour... c'est les 20 pépites de l'année. C'est bien ça. J'ai bien expliqué. Pour Tizi, oui, tout à fait. Pour Tizi, c'est bien Chaque ça. année, il nomine 20 espoirs, 20 personnes qui se sont distinguées et des jeunes qui, justement, seront les futurs leaders du Maroc dans leurs différents domaines. Dans leurs différents domaines, parfaitement. Aujourd'hui, on parle de leadership personnel. C'est comment prendre sa vie en main, comment faire éclore, justement, tout son potentiel et comment aussi, par ça, être vecteur d'influence pour les plus jeunes. Lamia Bazir, vous êtes très jeune, justement. Vous avez été récompensée dernièrement par les Nations Unies. Dites-nous pourquoi. Donc, c'était le prix de la jeunesse arabe pour le volontariat. Donc, j'étais la gagnante, justement, pour mon travail de volontariat, de bénévolat. Mais je l'espère aussi pour mes principes et les principes que je défends à travers mes actions. Donc, c'était le fait que, en parallèle à mes études, j'ai entamé un certain nombre d'actions dans les villages du Moyen Atlas. Donc, je nomme notamment le travail avec les femmes du village d'Adrar Ain Mersa, que je salue à travers Média 1, qui ont travaillé sur un projet de centre multiservice communautaire avec un hammam, mais aussi l'initiative d'un programme d'échange où j'ai permis à 10 jeunes qui n'avaient jamais quitté leur village d'obtenir un passeport pour la première fois et d'aller en Norvège pour découvrir le système scolaire norvégien, pour obtenir aussi une formation en énergie solaire qu'ils vont implémenter dans le centre initié par leur mère, donc dans le village, et finalement ce travail-là de leadership avec les 100 femmes. Ce qui importe encore une fois, c'est que dans toutes ces actions, ce que je défends, c'est que les populations qui n'ont pas les opportunités de développer leur potentiel et de telles ouvertures. Par exemple, pour le cas des jeunes, il ne s'agissait pas seulement de découvrir l'école norvégienne et d'avoir des compétences techniques en termes d'énergie solaire. Moi, je voulais travailler surtout sur leur personne. Je voulais qu'ils regardent ce qu'il y a de meilleur au monde. C'est pour ça qu'on a choisi la Norvège. Je voulais qu'ils sachent qu'on les a choisis parce qu'ils sont aussi importants que tous les autres enfants du Maroc. Et je voulais aussi qu'ils aient confiance en eux et qu'ils cultivent leur ambition. Mais comment vous réussissez à faire tout ça ? Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a du travail. À côté du leadership personnel, justement, comment ce leadership que vous avez, enfin, cette compétence que vous avez en vous, vous permet, parce qu'on n'envoie pas des enfants en Norvège gratuitement. On ne construit pas un hammam dans un village gratuitement. On n'organise pas toutes ces choses-là de façon gratuite. Pour les fonds, comment vous arrivez à drainer des fonds ? Très bien. Je réponds à la question, mais je dis que les fonds ne sont jamais suffisants. Oui. Avec beaucoup d'argent, on peut faire beaucoup de choses sans impacter l'être humain. Et l'être humain, le capital humain, est au cœur du développement de tout pays, de toute communauté, etc. Maintenant, cela étant dit, j'arrive à lever des fonds. Et des fois, c'est fait de façon pas nécessairement structurées. Ce sont des opportunités qui arrivent, mais comme je dis toujours, on me dit tu as de la chance dans la vie, mais la chance c'est quand l'opportunité croise la préparation. Et c'est parce que moi j'ai préparé ma vision en quelque sorte. C'est parce que moi je crois en ce que je fais et je travaille à ce qu'il s'implémente que les opportunités se greffent dans mon projet et m'accompagnent. Donc j'ai réussi à lever des fonds ou à trouver des gens qui dans mon parcours ou dans ma vie me rencontrent et veulent m'aider, mais ce n'est pas par hasard. C'est aussi parce qu'il y a une énergie, c'est aussi parce qu'il y a de la sincérité
et c'est aussi parce que c'est porteur et ça touche le fond du problème, je crois. Donc c'est des personnes ou des institutions vraiment de différentes catégories et de différentes ampleurs qui m'ont aidée, et je suis tout aussi reconnaissante à toutes celles-ci. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je fais une petite action, quand je vois le résultat, par exemple, après que les Norvégiens soient venus au Maroc, parce qu'ils sont venus également dans le village, et je ne voulais pas que ça se restreigne aux 10 jeunes qui ont eu l'opportunité de quitter. Je voulais que tous les enfants du village voient ça et aussi en bénéficient. Donc, on a organisé une journée parascolaire pour 200 enfants du village. Et donc, on a fait plusieurs activités, de l'astronomie, parce que les villages, ce sont des endroits à ciel ouvert où on peut travailler sur les étoiles, etc., pendant le temps libre. On a organisé une panoplie d'activités parascolaires pour permettre à ces enfants de découvrir leur école et de s'y attacher comme un espace de vie et d'épanouissement. Et vous savez, les petites filles qui disaient des slogans et qui nous accompagnaient criaient. Et je me disais, pourquoi elles crient, ces petites filles? Quand j'ai vu la vidéo, moi, ça m'a fait pleurer. Et je me suis rendu compte qu'elles crient parce qu'elles ont envie qu'on croie en elles, parce qu'elles savent que leurs opportunités sont limitées. Et elles crient en disant, on réussit, nous sommes bonnes dans notre éducation, soutenez-nous. Et c'est ça, en fait, qui, moi, me pousse à continuer et à mobiliser plus de monde et plus de fonds. Alors, Naoufel, justement, Lamia, c'est vraiment, on va dire, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un génie du leadership personnel. Vous l'avez nommé comme ça. Et on a aussi le leadership éthique. Parce que finalement, elle se bat pas pour juste développer des personnes dans un environnement où ils ont un peu cette... qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est-à-dire, ce n'est pas des gens dans des zones de confort. Tout à fait. Elle ne travaille pas avec des enfants qui ont des études, qui ont... c'est-à-dire tout ce qu'on appelle une vie bien faite, où on est à l'aise. Elle travaille avec des enfants et elle arrive à amener ces enfants à croire en eux, avec des ressources très limites. C'est-à-dire, le rêve... c'est-à-dire, on a parlé dans le leadership personnel qu'il faut amener les gens à avoir des rêves, puisque, c'est-à-dire, on ne paye pas de taxes sur les rêves, donc on peut rêver, mais il y a une réalité, parce qu'il y a la petite fille ou le petit garçon qui va dire mais je ne peux pas le faire. C'est-à-dire, elle a une difficulté supplémentaire et sans sa préparation personnelle, elle ne peut pas continuer, parce que c'est très émotionnel, elle l'a dit, elle a pleuré. Donc, elle travaille aussi sa capacité à continuer à travailler sans être impactée par ce qu'elle voit, pour pouvoir aider ces personnes-là. Donc, finalement, aujourd'hui, elle est consciemment, inconsciemment, en train de créer des petits leaders personnels. Parce que si ces enfants-là, jeunes et adultes, vont pouvoir être en équilibre, de fonder une famille, de trouver une opportunité, que ce soit de continuer leurs études ou faire un business ou une entreprise locale et bien vivre et se sentir bien, ils vont fonder une famille, ils vont élever mieux leurs enfants et ils vont être dans l'entourage, les frères et sœurs. Donc sans travail, le fruit, c'est dans des décennies. Mais le leadership personnel aujourd'hui, Naoufel Madani, vous ne trouvez pas que c'est un petit peu trop étiqueté business? Oui et non. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est des gens un peu, c'est ce qu'on appelle les experts de l'accompagnement qui l'exercent, mais on va parler aussi que ça doit être accessible à tout le monde. Comment on va le rendre accessible à tout le monde? Justement, pour finir C'est-à-dire, c'est commençant par moi-même, par Lamia, par toutes ces personnes dans la société qui ont pris conscience de eux-mêmes, qu'ils ont pu faire des choses, qu'ils ont pu réaliser des choses, d'aller vers les autres. Parce que le développement personnel aujourd'hui, on parle beaucoup de développement personnel, est-ce que ce n'est pas trop axé sur la personne uniquement, son mieux-être, son bien-être, à tous les niveaux, professionnel, personnel? C'est deux aspects différents. Le bien-être, il est important, parce que si on n'est pas bien, ben, on ne peut pas aider les autres. Donc, quand on est en avion, quand on va décoller, quand on a les instructions de sécurité, si tu as ta fille ou ton fils à côté de toi, et s'il y a une perturbation, il y a un problème, on te dit de commencer par toi-même pour pouvoir aider le jeune, pas le contraire. Donc finalement, prendre soin de soi,
me permet de prendre soin des autres. Je reviens à ce que tu as dit, c'est que si aujourd'hui, moi, je n'interviens pas auprès des universités, auprès des jeunes, ou si on me demande d'intervenir par rapport aux étudiants, je dis non, je prends tant, je suis facturé tant, là, je ne suis pas crédible par rapport à ce que je dis. Tous les étudiants ont besoin d'interventions gratuites et ont besoin de nous tous pour qu'on soit là, pour les aider dans ce développement personnel. Parce que c'est les professionnels de demain. Et on sait que l'école, l'université va leur donner des compétences techniques, mais ne va pas leur donner des compétences humaines, émotionnelles. La même chose, aller à l'extérieur juste des grandes villes, comme ce que fait Lamia, aller toucher ces gens-là, aller parler avec ces gens-là. Donc finalement, on a une responsabilité morale, une responsabilité citoyenne, qu'on ne peut pas rester dans notre petit bien-être, travailler juste avec les entreprises, ceux qui peuvent payer. Non, ça doit être une réaction sociale. Mais pour ceux qui attendent, par exemple, je vais dire les choses, un plan d'action technique pour développer le leadership personnel. Est-ce qu'il y a quelque chose à conseiller? Est-ce que c'est possible que ce soit comme ça? C'est possible que la Bien personne sûr, ça ne sera pas pérenne. C'est-à-dire, c'est possible avec elle-même. On va demander à la personne, parce que l'accompagnement est plus structuré, parce que la personne peut avoir aussi des problèmes où c'est même pas le coach ou le mentor, c'est au niveau psychologique qu'il faut la traiter. Même nous, c'est-à-dire c'est pas notre métier, il faut pas qu'on y touche. Maintenant, si on peut commencer déjà par faire un exercice aussi simple, tracer un trait du premier jour de ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Qu'est-ce que j'ai échoué? La plupart des personnes avec cet exercice-là vont se rappeler les échecs, mais ne vont pas se rappeler des bonnes choses. Parce qu'on a une tendance vers cette victimisation. Déjà réalisé, et j'ai fait ça, 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 je sais faire ça, ça, ça. OK, maintenant, voilà ce que je sais faire. Voilà mes problématiques. Il faut, avec moi-même, je n'ai pas besoin, parce que l'image, toujours, elle est là. Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser dans 2 ans? Dans 5 ans. Donc voilà, je me projette. Est-ce que c'est possible? C'est quoi les ressources que j'ai aujourd'hui? C'est quoi les obstacles? Et je fais une analyse entre les gaps entre ce que j'ai aujourd'hui et ce que je devrais avoir pour réaliser. Mon plan d'action, c'est le résultat de cette prise de conscience sur mes forces et mes ressources, sur les obstacles et sur ma capacité à faire. Maintenant, jusqu'à maintenant, le plan d'action, il peut générer. Je peux travailler ma communication. Je suis dans le processus de leadership personnel comme ça? Oui, parce que là, je dis, je dois travailler ma communication, parce que je ne communique pas bien, peut-être. Ou mon niveau de langue. Ou des certifications dont j'aurai besoin. Et quand j'ai ces éléments-là, ben, mon plan d'action est là. Qu'est-ce que j'ai besoin financièrement au niveau d'investissement de temps? Est-ce que j'ai besoin d'avoir des gens autour de moi qui m'aident? J'ai le plan d'action. Vient la question. Est-ce que j'ai le courage de commencer? Et là est la question. Oui. Et c'est là peut-être que, oui, j'ai le courage. Il y a des gens inconsciemment qui ont dit si je rate, c'est pas grave. Mais il y a d'autres qui disent non, je ne peux pas rater. Mais au moins que ce soit une prise de conscience. C'est ce que j'ai dit. On débute avec ça cette prise de conscience. Mais même cette prise de conscience, de courage, au moins l'avoir. Et ne pas être constamment dans la victimisation. Voilà ce que je veux. Est-ce que je vais finir? Je vais y arriver. Est-ce que je prends le risque d'échouer? Si je ne veux pas prendre le risque d'échouer et que je ne veux pas prendre de risque tout court, au moins qu'il y ait une prise de conscience. Et que je ne reste pas dans ma zone de confort. Parce que le problème dans la zone de confort, c'est qu'on est bien au chaud. Ouais. Et on aime bien. C'est OK si c'est une décision. Absolument. Mais la plupart du temps, c'est que je suis dans la zone de confiance. De confort, et je me lamente sur mon sort. Oui, et je suis malheureuse. Le mot de la fin, Lamia? Alors, le mot de la fin, c'est 3 choses importantes. Tout d'abord, vous avez dit quelque chose d'important qui est, on a l'impression que ce développement personnel rend les gens égoïstes en quelque sorte parce qu'on se concentre sur soi-même. Mais en fait, moi-même, dans ma perspective de empower et donc de contribuer à ce que d'autres personnes aient les opportunités de se réaliser, ce n'est pas centré sur le soi. C'est avec conscience que c'est en permettant à chaque être humain d'être pleinement soi-même, de découvrir et de développer son talent pleinement, qu'il contribuera au mieux de la société. Et c'est comme cela qu'on se développera en tant
inclination. Les deux autres points, rapidement, Lamia. Donc il y a une logique derrière cela. Les deux autres points, moi ce que je veux dire à l'audience aujourd'hui, c'est qu'il faut se débarrasser de tous les titres. Il ne s'agit pas de devenir leader ou entrepreneur à tout prix. Ce n'est pas la finalité. Il s'agit d'être soi-même. Et donc quand on dit sortir de sa zone de confort, c'est aussi sortir parfois de son malheur. Parce que tant qu'on n'est pas réalisé pleinement, je pense qu'on n'est pas épanoui et donc pas heureux. Et en fait, être la meilleure version de soi-même. Tout à fait. C'est ça le but du leadership personnel. Merci beaucoup, Naoufel Mreini, coach en développement personnel, professionnel et leadership. Lamia Bazir, actrice de la société civile et fondatrice de l'initiative Empowering Women in the Atlas. Merci beaucoup d'avoir été les intervenants de cette belle thématique du leadership personnel. On a bien dépoussiéré la notion, je pense, et sa compréhension. Moi, je reste avec vous. On va parler d'un sujet santé cette fois-ci, le vieillissement oculaire. Restez avec nous une fraction de seconde et je reviens avec un spécialiste. Et voilà, là, je suis avec le docteur Tarek Alloussi, ophtalmo à Rabat. Bonjour, docteur. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Merci. Alors, avec vous aujourd'hui, le point sur le vieillissement oculaire. On le sait, nos organes vieillissent naturellement. C'est un processus normal, vieillissent naturellement avec l'âge. Nos yeux aussi, comme tous les autres organes, vont vieillir avec les années. Et à partir de quel âge on peut dire que nos yeux commencent à vieillir? Donc, pour le phénomène de vieillissement, sur le plan ophtalmologique et oculaire, il commence de 40 ans à 50 ans. À partir de 40 ans, le premier phénomène concerne le cristallin. Donc, c'est le phénomène, ce qu'on appelle la presbytie. Donc, on commence à voir difficilement de près. Donc, le deuxième phénomène, c'est la perte des cellules ganglionnaires, qui concerne les cellules nerveuses ganglionnaires. Et donc, ce phénomène commence à partir des 40 ans et jusqu'à 50 ans et au-delà. Donc, voilà. Donc, le vieillissement. Donc, nos yeux vieillissent naturellement, c'est normal. À partir de 40 ans, nos yeux, on va dire, voient moins bien. Nos yeux voient moins bien et il faut dire que le phénomène remonte un peu plus tôt. Donc, oui. Mais l'accélération de ce phénomène commence à partir de 40 ans, 50 ans. D'accord. La presbytie, c'est l'incapacité à voir de près? Donc, la presbytie, c'est le phénomène qui est naturel. C'est une incapacité, une difficulté à voir, de lire de près. Donc, ça concerne une structure particulière qui est le muscle ciliaire. Donc, bon, ça c'est un peu complexe pour les téléspectateurs, mais ça veut dire quoi, docteur Tarek Alloussi? Est-ce que ça veut dire qu'à partir de 40 ans, il faut aller voir un ophtalmo, même si on n'a jamais eu de problème de vue ou de problème au niveau des yeux? Effectivement. Donc, il y a des maladies qui sont insidieuses, donc silencieuses. Et donc, à partir de 40 ans, il est préférable, souhaitable, de faire un test visuel, donc primo pour voir si on a un problème de vision de près, donc pour prescrire des lunettes de près. Et par la même occasion, on teste le tonus oculaire. Et donc, pourquoi le tonus oculaire? C'est à partir de 40 ans, on peut être amené à faire des hypertonies ou du glaucome. Et donc, pour déceler ce problème de glaucome qui est silencieux, il vaudrait mieux faire la première prise de tonus oculaire à partir de 40 ans. De 40 ans, oui. D'accord. Et justement, si par exemple la personne à 40 ans n'a aucun problème, elle va voir quand même le médecin parce qu'elle a entendu qu'il fallait faire de la prévention, un dépistage précoce et qu'il n'y a rien. Est-ce que vous conseillez, malgré tout, pour peut-être pas trop fatiguer les yeux, la vue, de porter des lunettes quand on doit lire, regarder la télé de près? Effectivement, donc ça dépend des besoins de chaque personne. Donc, mais si la personne voit bien? Donc si la personne voit bien de loin ou de près, donc si la personne voit bien de loin et elle a des petits soucis de près, donc il est préférable de soulager les efforts visuels internes des muscles par le port des lunettes de près. Comme ça permettra d'enlever l'asthénopie. Donc l'asthénopie, c'est le phénomène d'avoir une asthénie à la lecture, une fatigue visuelle avec des maux de tête en fin de journée. D'accord. Mais si la personne voit bien de près, vous conseillez les lunettes au-delà de 40 ans ou pas? Donc, en général, à 40 ans, si on est hémétrope, ça veut dire si on a un profil visuel normal, on est amené à faire une presbytie et donc de moins voir de près. C'est incontournable? Incontournable, sauf chez les myopes. Alors, chez les myopes, ils ont ce qu'on appelle une presbytie retardée, c'est-à-dire pas à 40 ans, mais vers 43 ans, 44 ans, 45 ans. Et donc, surtout pour les gens qui sont intellectuels, qui sont amenés à faire un travail devant l'ordinateur et devant un travail intellectuel de lecture, il est toujours préférable de mettre des lunettes de près ou bien ce
qu'on appelle des lunettes qui visent aussi bien la vision intermédiaire et la vision de près, parce que la vision de près a 30 cm et la vision intermédiaire, c'est la vision qui concerne les ordinateurs et tout ce qui est PC qui a une distance un peu plus loin. Donc c'est dans ce cas, on met ce qu'on appelle les lunettes dégressives, pas de lecture de près, mais plutôt dégressives, donc qui visent aussi bien la vision de intermédiaire et la vision de près, c'est-à-dire à 50 cm et à 30 cm. Alors, vous avez parlé aussi du glaucome, de son évolution silencieuse. À partir de 40 ans, un dépistage, justement. Oui. Quelle est la fréquence du dépistage? Si, par exemple, heureusement, on va dire, alhamdoulilah, on ne va rien trouver, mais il faut dépister tous les combien? Alors, concernant le glaucome, le glaucome, comme toutes les pathologies oculaires, il y a ce qu'on appelle la notion de facteur de risque. Donc, pour le glaucome, quand on a un facteur de risque familial, c'est-à-dire un parent qui porte un glaucome, on a 3 fois le risque de faire un glaucome, il est multiplié par 3. Et donc, si on a d'autres facteurs, comme la mélanodermie, avoir la peau un peu brune, si on est amené à faire des corticoïdes dans l'œil, on peut être sujet à faire du glaucome. Et dans ces cas, donc il faudrait mieux faire un dépistage plus rapproché, pas une fois par an, mais plus une fois tous les 6 mois. D'accord. Pour les gens qui ont un facteur de risque. Okay. Donc c'est pour ça. Donc, à partir de 40 ans. À partir de 40 ans, et on peut faire un suivi biannuel pour le glaucome. Pour les gens qui n'ont pas d'antécédent de glaucome, il est souhaitable de faire une prise de tonus une fois par an. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre dépistage à faire au-delà de 40 ans pour surveiller le vieillissement oculaire et les pathologies associées? Dans l'œil, il y a des tissus, des structures. Donc, chaque structure est concernée par le vieillissement. Le glaucome, c'est le nerf optique. Et donc, dans ce cas, on fait le dépistage de la tension oculaire. Pour le cristallin, il est sujet à faire ce qu'on appelle des cataractes. Et donc, la cataracte, c'est plus à partir de 50 ans, 60 ans, on peut faire des petites altérations. Et dans ce cas, vers cet âge, on peut faire ce dépistage. Vers 50 ans? Vers 50 ans, 55 ans, on peut avoir des modifications du cristallin à l'intérieur. Et dans ce cas, il vaudrait mieux faire ce dépistage. Il y a aussi ce qu'on appelle... Annuellement? Annuellement, oui, annuellement. Et surtout si on a une plainte du patient, si on a une demande du patient, une gêne, donc il vaudrait mieux faire ce dépistage. Mais de la même manière que pour le glaucome, par exemple, s'il y a quelqu'un dans la famille qui en a, à ce moment-là, il faut une surveillance rapprochée. Vous l'avez dit, au lieu que ce soit une fois par an, ça sera 2 fois par an, tous les 6 mois. Est-ce que pour la cataracte, c'est la même chose? Alors, il y a une différence entre le glaucome et la cataracte concernant déjà la physiologie, la physiopathologie et aussi les conséquences. Comme vous savez bien, la cataracte, c'est juste un rideau et donc qui s'opacifie avec l'âge. Le cristallin, c'est une lentille qui est physiologiquement transparente et donc quand elle est sujette aux ultraviolets, elle fait ce qu'on appelle une oxydation et donc une perte de transparence. Donc la chirurgie, c'est le traitement et donc on remplace cette lentille par un implant. En ce qui concerne le glaucome, tout ce qui est atteint, les nerfs quand ils sont atteints et les fibres ganglionnaires quand ils sont atteintes, il y a plus on ne peut pas revenir en arrière. Ce qui est perdu est perdu. C'est pour ça, donc l'optique, donc le glaucome et la cataracte, c'est pas la même chose. C'est-à-dire pour une personne qui a une cataracte, on peut attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Pour l'enlever. Pour le glaucome, il faut effectivement faire une surveillance tous les 3 mois si on est glaucomateux. Pour éviter l'évolution. L'évolution, et de toute façon, le traitement, il ne concerne que stabiliser les choses. D'accord. Oui. Donc, on a parlé de la presbytie, on a parlé du glaucome, de la cataracte. Donc, cet organe qui vieillit, à savoir l'œil, les yeux, qu'est-ce qui peut aussi réserver comme mauvaise surprise? Donc, le vieillissement concerne aussi, donc, il concerne le nerf optique, il concerne le cristallin, mais il concerne aussi la rétine. Et donc, dans les pays occidentalisés, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est-à-dire la vieillesse qui touche la rétine, et particulièrement donc la macula, c'est la zone centrale de la rétine, donc peut être sujette à des phénomènes de vieillissement. Et donc à partir de quel âge ça devient important? Alors donc la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA, c'est à partir de 55 ans, mais on a ce qu'on appelle la maculopathie liée à l'âge, et donc c'est pas la dégénérescence, mais plutôt la maculopathie, c'est-à-dire c'est des stades plus précoces que la dégénérescence, et dans ces cas, on peut voir des drusènes, des petits éléments dans l'œil, et donc qui peuvent apparaître un peu plus précocement, et c'est chez ces patients-là qu'on vise à surveiller, à traiter la DMLA. Parce que justement, peut-être, et corrige-moi si je me trompe, le problème avec la DMLA, c'est que là aussi, ça gagne du terrain, mais de façon insidieuse. C'est ces petits vaisseaux
oui, qui vont éclater dans l'œil. C'est la vision centrale qui est touchée, docteur. Effectivement, donc c'est la vision centrale qui est touchée. Donc ça concerne la macula. La macula, c'est la zone la plus centrale et la plus noble qui reçoit les impressions lumineuses qui se transforment en phénomène électrique. Et donc, il y a deux formes, une forme sèche et une forme humide. Et la forme humide, on trouve des néovaisseaux, des vaisseaux qui naissent anormalement et donc commencent à proliférer et à diffuser du liquide. Et donc, quand ils diffusent du liquide, ils désorganisent l'architecture normale de la rétine, et donc de la macula particulièrement. Et dans ce cas, les cônes sont déformés et dans ce cas, l'impression lumineuse passe mal vers le cerveau. Et la vue de la personne est déformée, en fait. Au début, effectivement, c'est pas vraiment la vue, c'est la qualité de la vue. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt des phénomènes de métamorphosie. Donc, métamorphosie, des déformations de la vue. Au lieu de voir les lignes droites, on peut voir des lignes un peu ondulées. Des fois, c'est les problèmes de couleur, donc netteté de couleur. Ça prête à confusion chez les patients? Ça fait que vous recevez des patients de façon assez tardive? Effectivement, en ce qui concerne la DMLA, souvent on arrive à voir des patients tardivement, surtout quand elle atteint les deux yeux, mais de manière asymétrique, c'est-à-dire un œil continue à bien voir, et donc le patient ne se rend pas compte que le premier œil qui est touché est déjà altéré, et dans ce cas, on trouve des patients à des stades un peu avancés, surtout que la vision périphérique, effectivement, est sauvegardée. Donc la DMLA touche que la vision centrale. Donc là aussi, il faut un dépistage précoce? Donc on se base, concernant la DMLA, on se base beaucoup sur ce qu'on appelle les facteurs de risque, comme pour le glaucome. Donc les facteurs de risque de cette pathologie, c'est le tabagisme, c'est la teinte blanche, donc la race blanche, et c'est aussi les antécédents familiaux de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et donc quand le patient à 40 ans part chez un ophtalmo, et s'il voit des drusènes, ces petits éléments qu'on trouve dans la rétine, donc on peut surveiller ce patient, on va se dire peut-être ce patient va faire une DMLA à 55 ans, à 60 ans ou 70 ans. En fait, ce qu'on retient de cet échange avec vous aujourd'hui, c'est qu'à partir de 40 ans, il faut une surveillance étroite des yeux, de la qualité de la vue. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines pathologies liées à l'âge qui touchent les yeux, la cataracte, le glaucome, la DMLA, et puis le moindre mal, c'est la presbytie, on va dire. Oui, le moindre mal, ce n'est pas une pathologie, c'est plus un petit phénomène physiologique. Physiologique, de vieillissement naturel. Oui. Merci beaucoup, docteur Tariq Alloussi. Vous êtes ophtalmo à Rabat, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Eh bien, quant à moi, ça sera avec un énorme plaisir que je vous retrouverai prochainement sur Médien TV, bien sûr, et sur les ondes de la radio du Grand Maghreb en compagnie de Farhana. Merci à vous pour votre fidélité et à toute l'équipe qui m'a aidé à la réalisation, diffusion et production. Dans Zito, à très vite.